Euh, parce que les gens n'étaient pas très inquiets, parce qu'ils ne voyaient personne mourir autour d'eux, donc en disant, dans les médias tous les jours, on nous dit qu'on va mourir, il va y avoir 20 millions de morts, mais on ne voit personne tomber malade, qu'est-ce qui se passe? Donc on n'y croit pas. Et puis il y a eu un point de bascule, ça a été un jeune homme de 17 ans à Toronto, qui était sportif, etc., et qui est mort, bon, subitement. Et on a attribué sa mort au H1N1. Et là, du jour au lendemain, il y a eu des files de plusieurs kilomètres de gens qui attendaient en hiver pour aller se faire vacciner avec leurs enfants, etc. Parce que tout à coup, on s'était rendu compte que même un jeune homme de 17 ans sportif pouvait être atteint du H1N1. 3 jours plus tard, le ministre de la Santé canadien, donc pas québécois, canadien, a reconnu qu'il s'était trompé et qu'en réalité, il n'était pas mort du H1N1, mais c'était trop tard. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il suffit parfois de mettre en exergue une personne qui normalement n'est pas une personne appartenant à la population à risque pour paniquer toute une population. Et donc, on a eu comme résultat 58% de taux de vaccination au Québec. Si maintenant j'en viens à ce qui nous occupe aujourd'hui, euh, au début, moi, donc, j'ai fait ma première vidéo début février en disant sur YouTube, et c'est la vidéo d'ailleurs qui, je pense, a mis le pied à l'étrier à Sylvano, puisque c'est cette vidéo-là que tu as mise, que tu as republiée toi-même d'ailleurs. Dans cette vidéo, je disais, bon, écoutez, ils nous refont le coup d'H1N1, là, il n'y a pas de panique, on ne va pas s'énerver, etc. Sauf que euh, les gens de l'OMS et les gens des instances de santé publique ont tiré les enseignements de leur échec de 2009, parce qu'ils se sont plaints. Il y a eu des audits, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Il y a eu des audits, il y a eu des enquêtes pour faire ce qu'on appelle le post-mortem. Hein, ça, c'est un langage de cinéma, mais donc, ils ont fait le post-mortem de leur campagne complètement ratée d'alerte pandémique. Et une des choses qu'ils avaient dites, c'est qu'ils avaient négligé le poids des lanceurs d'alerte. Et donc, ils ont créé à partir de là une commission pour s'occuper de comment mieux contrôler les lanceurs d'alerte. Et donc, ça, ce sont des documents écrits dans les rapports d'enquête et dans les post-mortem de cette pandémie, en disant, la prochaine fois qu'on leur fera le coup, il faudra qu'on contrôle beaucoup mieux les lanceurs d'alerte, parce que finalement, ces lanceurs d'alerte ont jeté beaucoup plus de discrédit sur la vaccination. Et ça, c'est ce qu'on a vu depuis 2009. Il y a dans la population une méfiance beaucoup plus grande par rapport à la vaccination, parce qu'ils ont fait tellement les cons en alertant tout le monde, et tout le monde s'est rendu compte que c'était une mise en scène. Alors, il y a quand même eu quelques réactions des médias dominants. Hein. Moi, j'ai quand même eu les droits de plusieurs émissions à la télévision suisse, à la télévision belge, à la télévision canadienne, où on me présentait à cette époque-là comme un dangereux gourou de secte qui jouait sur la peur des gens pour récupérer des adeptes dans ma secte. C'était assez intéressant, parce que qui jouait sur la peur, c'était pas moi. Moi, je disais simplement, faites attention, le squalène, ça me paraît pas la meilleure idée. N'empêche que c'était moi qui étais accusé d'effrayer les gens, alors que l'OMS nous parlait de 20 millions de morts. Euh, je dénonçais aussi les conflits d'intérêts du conseil scientifique au niveau de l'OMS. Donc, voilà, je ferme ma parenthèse, mais donc, ça veut dire que les accusations et les attaques contre les lanceurs d'alerte, ça ne date pas d'hier, mais aujourd'hui, elles sont beaucoup plus intenses parce qu'ils ont eu le temps de s'organiser. Maintenant, qu'est-ce qui est, je ne sais pas, il me reste encore peut-être 2-3 minutes là. Vas-y, Jean-Jacques, vas-y. Bon. On a du temps ce soir. Et, donc, qu'est-ce qui est caractéristique de la situation actuelle en termes toujours de manipulation des masses? C'est que cette fois-ci, ils ont été beaucoup plus subtils dans leur communication. C'est-à-dire que la communication, ce n'était plus caricatural du style on va tous mourir, hein, même si Bill Gates avait fait une simulation qui montrait qu'en 6 mois, une pandémie de coronavirus allait faire 65 millions de morts, mais ils n'ont pas été aussi grossiers, je dirais, qu'en 2009. Ce qu'ils ont fait, c'est d'abord de dire il n'y a pas de problème, il ne va pas y avoir de morts,
tout est sous contrôle, il n'y a pas à s'inquiéter, ça va rester confiné à la Chine, donc on laisse les frontières ouvertes, etc. Et en même temps, il donnait toutes les heures le nombre de morts d'abord en Chine, le nombre de cas, le nombre de morts en Chine, tous les jours, toutes les heures, et c'est devenu le seul et unique sujet traité par les médias. Donc, c'est ce qu'on appelle dans les jeux de pouvoir, et ça je l'enseigne à tous mes étudiants dans l'enseignement de la dynamique relationnelle systémique, qui est l'approche que j'ai créée avec ma première femme, entre 83 et 89. C'est qu'en fait, on a envoyé un double message. Donc, le message explicite, c'est-à-dire le message qui était dit, c'est « Rassurez-vous, il n'y a pas de danger, dormez bien, jeunes gens, ou dormez bien, messieurs, dames. » Et le message implicite, c'est « Oui, mais quand même, si on vous donne quand même le nombre de morts toutes les heures. » quoi, hein, voilà. Et donc, ça met... donc, il faut bien comprendre ça. Donc, c'est un peu comme si je vous disais... merci, hein, les gars. Mais, merci pour votre participation à ce truc-là. Franchement, là, bravo. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le message explicite qui dit merci, mais l'implicite, le non-verbal, dit que je suis fâché. Mais là, si je joue sur l'ambiguïté, vous allez vous demander, est-ce que c'est du lard ou du cochon, hein? Est-ce que... et d'ailleurs, même un système informatique est incapable de gérer à la fois un système 1 et un système 0. Alors, bon, quand j'étais chercheur en physique, j'ai fait beaucoup de programmation Fortran à l'époque. Hein, c'était une programmation complètement archaïque, mais bon, à l'époque, on avait que ça à peu près. On avait le Pascal et le Fortran. Quand je faisais une programmation Fortran et que je disais A égale 0, et puis un peu plus loin, dans une boucle A égale 1, eh ben, mon ordinateur commençait à boucler et il n'y avait plus moyen, il fallait juste faire escape parce que l'ordinateur disait oui mais attends, est-ce que A égale 1 ou A égale 0? A égale 1 ou A égale 0? Et donc là, l'ordinateur est perdu. Eh ben, c'est la même chose pour les êtres humains. Quand vous leur dites quelque chose et son contraire, c'est-à-dire ne vous inquiétez pas, mais on vous donne quand même le nombre de morts toutes les heures, ça crée un court-circuit dans le mental des personnes. C'est-à-dire, ils se disent oui mais attends, est-ce qu'il faut s'inquiéter ou est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter? Ah ben non, il m'a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Ah oui, mais alors pourquoi est-ce qu'il me parle des morts tout le temps? Ah oui, mais il m'a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Ah oui, j'ai vu Macron quand même sortir au théâtre avec sa femme le vendredi soir. Et puis, on peut aller voter, donc il n'y a pas de problème. Mais alors pourquoi est-ce qu'on continue à nous parler? Vous voyez ce que... Donc ça a été très, très subtil. Ça a été... Moi, je dois dire, si je devais décerner cette année un prix Nobel de la manipulation, je le donne, mais sans hésiter, aux médias dominants, aux instances de santé publique et à l'OMS. C'est clair, ils ont fait un travail extraordinaire. Ça, je le dis en tant que spécialiste des jeux de pouvoir, ils ont fait très fort. Ils m'ont impressionné, mais positivement, dans le sens où ils ont fait un travail remarquable. Et à partir de là, à partir du moment où on était dans cette incapacité à décider ce qui était vrai, en plus du fait qu'il y a eu des faux lanceurs d'alerte, comme l'a dit Silvano tout à l'heure, où là, on ne pouvait même plus se fier d'une part sur le discours dominant et puis les lanceurs d'alerte, puisque, comme le disait Idriss Aberkan il y a quelques semaines dans une interview, c'est beaucoup plus difficile de détecter une demi-vérité que de détecter un mensonge. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. Les médias dominants donnaient des demi-vérités, donc il y avait certaines choses vraies, mais certaines choses fausses, et puis les faux lanceurs d'alerte donnaient l'autre facette avec un demi-mensonge et une demi-vérité. Donc on pouvait leur faire confiance puisqu'ils disaient le contraire des médias. Sauf qu'ils disaient tous les deux des mensonges, mais avec chaque fois des demi-vérités. Mais comme le dit Idriss Aberkan, une demi-vérité, c'est toujours un mensonge, c'est jamais une vérité. Donc à partir de là, la population s'est trouvée dans une situation à ne plus être capable de décider ce qui était bon pour elle. Et à partir de là, et je pense que ça c'est mon analyse, il était possible de faire n'importe quoi. Donc ça c'est ce que j'appelle le troisième niveau de la relation. Donc premier niveau, message explicite. Deuxième niveau, message implicite, qui est totalement inverse du message explicite. Et une fois que je mets la personne dans la confusion mentale, je peux avoir un projet sur elle. Donc je peux lui faire faire, je peux lui faire dire, je peux lui faire ressentir, je peux lui faire penser ce que je veux contre son gré et à son insu. Et c'est comme ça. Ça, c'est le phénomène de base de la manipulation de n'importe qui.
j'envoie un double message, donc une double injonction, une injonction paradoxale, comme le dit l'école de Palo Alto. Mais une fois que j'ai envoyé ça, boum, la personne a perdu les repères et je peux lui faire faire ce que je veux. Donc, je peux lui demander de se confiner. Elle va le faire parce qu'elle est débranchée. L'ordinateur continue à tourner. Oui, mais est-ce que c'est 1 ou 0? Est-ce que c'est 1 ou 0? Est-ce que c'est 1 ou 0? Et la plupart des personnes, peut-être même parmi celles qui nous écoutent aujourd'hui, sont encore dans ce bug informatique. Est-ce que c'est 1 ou 0? Mais finalement, est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a un virus? Est-ce qu'il vient d'un laboratoire? Est-ce que c'est volontaire? Mais on s'en fout de tout ça. Ce qui se passe, c'est vous êtes dans la confusion mentale et pendant ce temps-là, on peut vous demander de tuer votre commerce, de tuer votre petite et moyenne entreprise pour laquelle vous vous êtes battu pendant 20, 30 ans. Eh bien, du jour au lendemain, vous arrêtez votre restaurant, vous arrêtez votre salon de coiffure, vous arrêtez toutes les choses qui faisaient du sens dans votre vie. Vous êtes capable d'accepter le confinement, vous êtes capable de vous donner à vous-même une attestation alors que c'est quelque chose de totalement illégal sur le plan juridique. Vous êtes capable du jour au lendemain de ne plus avoir confiance dans votre corps et l'intégrité de votre système immunitaire. Vous êtes capable de vous méfier de la moindre personne, de sursauter même lorsque vous avez quelqu'un, etc. C'est-à-dire que nous avons été mis en situation de sidération. Hein, c'est le terme psychologique exact. Nous sommes en sidération. Et ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, et je terminerai par ça, parce que je pourrais encore en dire beaucoup, évidemment, mais je vais laisser la place à Tal maintenant. Mais dans cet état de sidération, ce que j'ai dit dans ma vidéo, c'est que même si nous sortons du confinement demain, si nous ne sortons pas du confinement mental, c'est-à-dire si nous restons encore dans ce bug, oui, mais est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que c'est du lard ou du cochon, etc. Eh bien, ça ne va rien changer. C'est-à-dire que là, nous sommes définitivement emprisonnés et donc là, nous serons prêts à accepter n'importe quoi, c'est-à-dire le traçage numérique, c'est-à-dire le dépistage, c'est-à-dire la vaccination, c'est-à-dire le port du masque obligatoire, c'est-à-dire la distanciation sociale, etc. C'est-à-dire, et ça, c'est ce que Naomi Klein explique dans la stratégie du choc, c'est qu'une fois que nous sommes sidérés, eh bien, on va accepter n'importe quoi parce qu'on n'est plus là. C'est les Tibétains qui disent, et je terminerai par ça, lorsque le maître a quitté le temple, les crapauds peuvent l'envahir. Et le maître est le symbole de la conscience pour les Tibétains. Donc en fait, une fois que notre conscience a quitté notre corps, eh bien les crapauds peuvent l'envahir. Et ces crapauds, c'est quoi? C'est tout ce qu'on nous fait faire maintenant, à notre insu, contre notre gré. On est en train de nous voler, on est en train de nous cambrioler, véritablement. On est en train de nous enlever des milliards d'euros au profit des milliardaires. Je pense que c'est Silvano qui disait, juste pour le mois de mars, les milliardaires, la fortune des plus grands milliardaires a augmenté de 282 milliards au mois de mars de cette année. Donc, c'est pas tout le monde. Et à côté de ça, il y a des gens qui commencent à mourir de faim. Mais voilà. Donc, la clé de notre prison se trouve à l'intérieur, mais si nous ne sortons pas de cette sidération, on risque d'avoir effectivement des choses que nous allons accepter collectivement et qui vont être un véritable carnage au niveau de nos libertés. Voilà, je m'arrête. Merci Jean-Jacques, merci, c'était magistral. Et effectivement, tu mets en valeur à combien la prison, les prisons dans lesquelles on est pris sont des prisons mentales finalement.